Les instigateurs, épisode numéro 24. Aujourd'hui, on parle d'intrapreneuriat. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Mon nom est Batman, son nom est Robin. As-tu vu la petite joke que j'ai faite sur Instagram? Ouais, oui, je l'ai vu. Puis j'ai décidé de choisir mes combats. Je m'en allais te répondre. J'étais comme, j'étais à la course, là. Come on, man! J'attendais la réponse, là. Je vais le laisser avoir son petit kick out of it, là. Mais... non, mais c'est que l'affaire, c'est que t'es ni Batman ni Robin. Je sais pas qu'est-ce que tu serais dans l'univers Batman. Mr. Freeze? Fort probablement. Ouais, hein? Autant que je me considère quand même geek, tout ce qui est personnage, univers de Batman, je suis vraiment pas une référence, là, mais ça, Mr. Freeze ou bien le personnage que Jim Carrey avait joué là, avec tous les points d'interrogation, je sais pas c'est quoi son nom, là. Sinon, il y avait, comment est-ce qu'il s'appelait Harvey Dent, là, c'était Double Face? Non, ça c'est pas moi, non. À la limite, c'est plus l'inverse, là, je pense que justement, T'es pas un pilou-face type of guy? Non, pas tant. Puis en même temps, justement, je suis pas Two-Face. On me reproche d'être trop direct. Fait que, à la limite, j'en aurais juste une des deux, puis c'est la pas bonne. Fait que... Ouais, mais c'est le côté décisif là, du gars, là, tu sais, c'est comme... Mais clairement, je serais plus vilain que héros. Puis je suis très à l'aise avec ça. J'aime ça. Bon, en tout cas, je trouvais ça... Je sais pas pourquoi je suis tombé sur un emoji Instagram avec... je voulais mettre Go sur... parce que on met toujours des petites publicités là, sur Instagram pour le podcast. Puis j'ai mis Go dans le GIFs et c'est Batman et Robin qui ont sorti en train de courir. Je trouvais ça comique, en tout cas. Tu te souviens-tu des vieux Batman? J'ai pas tant vécu ça. Je me souviens, oui, de comme quelques épisodes très mauvais avec des fausses torpilles puis une bouée dans l'eau, mais c'est absolument tout. Là. J'ai vraiment pas assez de référents. Souviens-tu quand il ment, parce que dans tous les épisodes, là, il mentait, je sais pas si vous vous souvenez de ça à la maison, mais il mentait des buildings, tu sais, mais dans le fond, c'était un courir sur place, là. Oui, c'est ça. Je me souviens de l'environnement sonore. C'est pas mal ce qui m'avait le plus, ce qui m'a le plus frappé, je pense. Les pow, puis les splash, puis à chaque fois qu'il frappait un gars, t'avais une espèce de pow qu'ils ont. Ouais, puis beaucoup de brass dans les... Non, ça avait sa signature auditive. Non, mais on s'en souvient, là, c'était quelque chose, c'était innovateur dans le temps. Oh oui. Le bon vieux temps. Les jeunes, ils vont regarder ça comme what the hell. Bref, on va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, un sujet dont on parle peut-être pas assez. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est super hot. Je suis content d'en parler aujourd'hui parce que je suis un gros fan de l'entrepreneuriat. On a déjà parlé un petit peu, mais on n'a pas parlé beaucoup. Si vous avez écouté des épisodes précédents. On a fait des clins d'œil. Je pense qu'on l'a défini sommairement. Mais non, c'est quelque chose qui a bien utilisé dans le business. Ça a vraiment beaucoup de... Je veux dire, ça a beaucoup de compound effect. Je sais pas ce qu'est la bonne traduction, là, mais lorsque tu l'intègres dans ta culture de business, de miser sur l'entrepreneuriat, dans le développement de tes ressources, c'est enclencher une réaction en chaîne qui a beaucoup de bienfaits à plusieurs niveaux plutôt que, pas juste au niveau de la production, là, mais non, c'est quelque chose qui mérite d'être exploré au niveau RH. Là. Donc, dans le fond, l'entrepreneuriat, le concept de l'entrepreneuriat, c'est de faire de ses employés des micro-entrepreneurs dans l'entreprise. Donc, ils sont responsables un petit peu de leur propre petite business à l'intérieur de l'entreprise ou leur propre petit département à l'intérieur de l'entreprise. Et moi, personnellement, dans ma compagnie, je pousse énormément pour l'entrepreneuriat. Je mets beaucoup d'efforts à donner le maximum de déléguer le maximum de choses tout en offrant le maximum peut-être de structure à l'avance pour mes employés sans nécessairement c'est que je les envoie pas si tu veux comme OK ben fais ce que tu
fais ce que tu as à faire, puis je m'en fous un petit peu comment tu fais. Non, je leur donne une framework, je leur donne un plan, je leur donne une structure, si tu veux, à suivre. Et ensuite, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils connaissent les règles, ils connaissent la structure. Donc, généralement, ils viennent à créer leur propre style, développer leur propre micro-procédure aussi. Oui, c'est ça, leur propre micro-méthode, dans le fond. Et puis, ce qu'on voit, eh bien, c'est outre le fait de la productivité la productivité, parce que dans le fond, tu sors, dans le fond, le meilleur de ta personne, c'est que tu as le côté satisfaction qui vient avec ça, tu as le côté qu'il n'y a pas de micromanagement non plus derrière, t'es pas le boss tannant qui est en train de tout checker, puis le gars, il travaille, puis il est tout stressé parce qu'il a peur de se faire chicaner. Non, tu sais, on est très clair dans dans la structure, mais après, on donne beaucoup de liberté dans cette structure-là. Oui, Toi, puis de mon côté, il y a autant comme avec Didac que je viens de le faire que dans la majorité de mes projets lorsque j'ai l'occasion. Anciennement, les personnes avec justement des profils atypiques, c'était le terme utilisé dans le temps, c'était vu comme des personnes avec un certain taux de risque, des personnes qui avaient trop un profil entrepreneurial. On voulait pas engager ça. Parce que justement, on va investir dans cette personne-là, puis on le sait qu'elle a des ambitions entrepreneuriales, qu'elle peut partir à tout moment, c'est vu comme l'instabilité. Moi, je vois ça complètement de l'autre côté. Là. Une personne qui me démontre justement qui a un profil justement plus entrepreneurial, plus proactif, lorsque bien utilisé, tu sais, moi, mon côté, à la limite, c'est quelque chose que je recherche. Quelqu'un qui a un projet sur le side. Mm-hmm. Puis, tu sais, mettons justement, comme avec Marie-Hélène qui vient de joindre l'équipe de Didac au marketing. Tu sais, c'est une fille qui s'est promenée beaucoup dans le monde, beaucoup d'expertise et d'expériences variées, qui a encore un intérêt pour l'entrepreneuriat, mais qui en même temps, tu sais, justement, des fois, c'est correct d'avoir un profil entrepreneuriat, mais tu as besoin aussi d'une certaine stabilité. Donc, j'ai pas hésité du tout, puis ça fait seulement, mettons, ça va faire 6 semaines qu'elle est avec nous. Puis, c'est le jour puis la nuit là, de la façon qu'on fonctionnait, parce que justement, je la laisse travailler selon ses façons à elle. Comme tu l'as dit, de mon côté, moi, la façon que je le présente, c'est, gars, j'ai montré la patinoire, c'est quoi, elle commence, elle arrête où, les balises, j'ai montré le net, il est où, mais je fais faire les jeux qu'elle veut, puis je la laisse, tu sais, je donne du temps de glace. Autant qu'elle veut, il n'y a pas de problème, là. C'est sûr que de mon côté, je vais miser énormément sur, puis ça, c'est une notion qui s'est perdue beaucoup, la notion d'imputabilité. L'entrepreneuriat, l'avantage, c'est qu'à la fois, ça va mobiliser ton employé parce que justement, tu lui fais une confiance aveugle, je vais le dire comme ça. Donc, on part dans l'optique de je t'engage, parfait, je t'engage parce que je reconnais ton expertise, tes compétences, puis je te fais confiance aveugle jusqu'à ce que tu me prouves que je ne devrais pas. Donc, de là, la personne, par défaut, va prendre sa position, son rôle, les attentes beaucoup plus au sérieux, va développer sa propre méthode qui va être alignée toutefois avec ta vision de justement, de où est-ce qu'on vise à s'en aller. Mais en même temps, ça prend quelqu'un qui est capable de gérer le stress parce que, comme tu dis, tu es 100% maître des résultats. Je te donne du temps de là, je te permets de t'épanouir de la façon que tu le veux, il n'y a pas de problème. Moi, ma position, mon rôle, c'est de te donner les outils pour le faire. Si ça marche bien, tu ramasses tout le crédit. Si tu te plantes, ben c'est aussi de ta faute un peu. Puis se planter, c'est pas une mauvaise chose. Donc, faut pas que dans un contexte d'entrepreneuriat, faut pas que les personnes, tu valorises ça, mais dès qu'ils se plantent, ben tu leur tombes d'en face parce que là, tu vas arriver, c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on vise à faire. Mais c'est ça, le fait de pouvoir... je sais pas, il y a quelque chose de fulfilling dans le fait d'être capable de dire, bon, mais gars, on m'a fait confiance, j'ai pris des risques, on m'a donné la chance de prendre des risques et de me planter, mais qu'au final, le gain, le résultat, bon, ben c'est ce qui compte pour tout le monde. Donc, non, je pense que c'est une grosse dérape, là, mais oui, en effet, l'entrepreneuriat, de mon côté, c'est pas mal une des choses de base dans toutes mes structures. Là. Mais il y a des façons aussi de limiter si tu veux, je dirais pas les dégâts, mais parce que moi, je vois pas comment que ça peut arriver vraiment si les balises sont bien mises. Mais c'est de dire, OK, ben, par exemple, au niveau financier, s'il y a une décision qui doit être faite, je sais pas, qui est au-dessus de 1000 $, tu viens me demander ou viens me voir si tu veux, puis on en jase ensemble, puis là, on prend la décision ensemble. Mais généralement, quand ça se passe, c'est que ça rentre dans le plan, c'est que les choses sont, c'est pas une surprise. Donc, généralement, c'est une question, OK, on prend la décision ensemble, on comprend le risque,
puis let's go. Ben, si tu as quelqu'un qui est pas nécessairement habitué à l'entrepreneuriat et puis qui va se dire, OK, ben, ta carte blanche, puis qui va se dire, OK, ben, je vais aller dépenser tant d'argent, on va dire, sur quelque chose, et puis que là, c'était comme, OK, non, là c'est un big blunder. Là. Ensuite, c'est que la personne va peut-être hésiter par la suite à faire des types de moves qui sont peut-être un peu plus audacieuses, alors que, tu sais, quand tu engages une personne, tu veux que la personne soit audacieuse d'une certaine, tu veux qu'elle soit audacieuse dans sa prise de décision, mais si tu fixes tes limites, dans le fond, nous, ça a toujours été après 1000 pièces, tout dépendant du projet ou du fond, mais c'était dans les environs de 1000 pièces que comme, OK, c'est une décision qui doit être faite, une dépense ou une plus grosse dépense, là, on en parle. Sinon, bon, ben, écoute, on suit le coup. T'as le budget, on suit le courant, let's go, là. Fait que, il y a toujours eu ce côté-là qui a vraiment bien fonctionné au niveau de la confiance. Au niveau du profil, je suis totalement d'accord avec toi du fait que d'aller chercher des personnes entrepreneuriales. Il y a aussi le fait d'aller chercher des personnes tu sais, des personnes qui sont, moi, dans mes meilleurs employés que j'ai eus, c'est des personnes qui se sont essayées en business pendant quelques années, tu sais, qui ont strugglé, là, tu sais, pas parce que le manque de talent entrepreneurial, c'était généralement... Il y a toujours un contexte. Peut-être qu'il n'y avait pas les ressources, peut-être qu'il n'y avait pas la structure, les connexions, quoi que ce soit, mais tu sais, au moins qu'ils ont vécu un peu ton chemin, fait qu'ils vont moins challenger, puis ils vont plus comprendre un peu ta réalité. Il y a une certaine il y a une humilité qui vient avec ça parce que là, tu comprends ce que ça prend pour vraiment réussir, qu'une business réussisse. Puis souvent, ben, c'était une question de produit, c'était une question de marketing, mais c'est pas parce que la personne n'était pas nécessairement bonne. C'était, comme tu as dit, les facteurs étaient juste pas là. Et nous, dans le fond, d'offrir, si tu veux, ce poste-là ou cette flexibilité-là aussi, fulfiller, si tu veux, la personne, remplissait la personne parce qu'elle était, t'avais vraiment ce qu'elle voulait. T'avais le côté de, je peux faire mon horaire, je peux faire, tu sais, ma propre structure, je peux travailler. Puis nous, on travaille, c'est un petit peu spécial parce qu'on travaille de façon remote, on n'a pas, tu sais, d'office spécifique. Chacun est responsable de son horaire, mais chacun est responsable aussi, tu sais, de monter son propre projet, si tu veux, par rapport à ce qui doit être fait. Donc, ça devient super intéressant, surtout au niveau de la... Puis ça dépend du poste sur lequel tu prends aussi. Je pense pas que tout le monde devrait être dans l'entreprise non, aussi. C'est pas adapté à tous les postes, c'est pas adapté à tous les types de personnalités, absolument pas. Tu sais, ça représente une minorité quand même dans la population d'employés moyens, là. Mais tu sais, il faut être capable de les identifier de bonne heure puis de les développer. Il y a des personnes qui ont un profil entrepreneurial et ne le savent même pas eux-mêmes. Ouais. Oui, oui, exactement. Ils le savent pas nécessairement, mais il y a aussi le côté de, tu sais, des fois de faire réaliser à la personne, voici voici tes forces, vraiment tes vraies forces. Et puis nous, on le voit beaucoup, par exemple, des personnes auxquelles on a confié des projets, parce comme tu as dit, on essaie toujours de développer ce côté-là. On teste toujours la personne et voir les limites de la personne. Puis là, il y a certaines personnes, on voit, OK, ben on peut pas dépasser cette limite-là. Des personnes qui sont très basées sur des process, admettons, on va les mettre dans une position, OK, ben, voici ta liste de tâches voici ton process à suivre le lundi, voici ton process à suivre le mardi, peu importe comment on le fait. Et généralement, ces personnes-là préfèrent ça parce qu'ils ont ce profil-là, ils thrive vraiment, ils sont vraiment performants dans ce modèle-là. Mais quand ça vient, si tu veux, à peut-être avoir un peu plus de créativité ou un peu plus de critical thinking, ils sont moins à l'aise. Et puis c'est là que tu vois que éventuellement, tu peux faire l'essai 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais au bout d'un moment, tu veux pas nécessairement arriver et dire, OK, là, je commence à être frustré parce que cette personne-là répond pas du tout aux attentes. C'est plus de dire, OK, c'est juste pas le bon profil, on va le mettre dans une position qui est seulement là-dedans où elle va pouvoir faire son travail, il ou elle pourra faire son travail de la meilleure façon. Et ensuite, c'est de développer l'entrepreneuriat dans les personnes qui, justement, qui performent démontrent bien. Un potentiel. Parce que, en même temps, je pense à une des entreprises que je mentor présentement, on a la chance d'avoir une employée qui, à la base, était une excellente exécutante, mais qui ne voulait pas faire aucune gestion de projet ni relation client parce que ça la stressait, puis que justement, dans sa tête, elle avait été engagée pour exécuter. Mais en tant qu'entrepreneur, on a la responsabilité de justement comme être capable de profiler nos gens selon leurs compétences et de les mettre dans des positions où ils vont être capables d'avoir des petites victoires pour là voir. C'est sûr que si tu as une peur, si tu penses que tu es mauvais dans quelque chose, tu ne te risqueras pas, tu ne voudras pas le faire ni même t'essayer. Mais si on te donne
une tâche qui te met dans la position un peu, puis que tu n'as pas le choix, tu le fais par obligation, oui, c'est sûr qu'au début, ça va te stresser, mais moi, c'est un stress qui est contrôlé. Donc, en tant que gestionnaire, tu le sais que, gars, je la mets dans cette position-là, elle va trouver ça inconfortable, mais même si elle se plante, les risques de dommages sont très faibles. Fait qu'il y a un apprentissage qui peut être fait en arrière. Si la personne se plante, bon, mais tu sais, il ne faut pas arrêter nécessairement la première fois, comme tu l'as mentionné. Ça vaut la peine des fois d'aller tester 2 fois, 3 fois pour voir, bon, mais c'est-tu le profil de la personne ou c'était du contextuel qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Mais à l'inverse, lorsque ça fonctionne bien, ben on est capable, à moyen, long terme, de tranquillement développer et la culture d'entrepreneurship, mais aussi, tu sais, l'entrepreneurship est directement associé avec le leadership personnel de la personne. Donc, si tu la mets dans une position qui est capable d'avoir plusieurs petites victoires, elle va gagner en confiance, elle va prendre plus possession de ses moyens et de ses dossiers et de ses responsabilités, puis ça va devenir le nouveau baseline. Puis à partir du nouveau baseline, tu sais, essentiellement, développer un employé, c'est un process. Établir c'est quoi son baseline, le mettre dans des positions à léger inconfort, s'il succède, le faire, le garder dans cet inconfort-là jusqu'à temps qu'il devienne confortable et que ça redevienne son nouveau baseline et tu continues jusqu'à temps que cette personne-là plafonne. Il y en a qui vont croître excessivement vite, il y en a d'autres que ça va être plus long. C'est comme l'employé que j'ai en tête présentement. Je veux dire, comme je l'ai dit, on parle d'un employé qui à la base était perçu pour un exécutant seulement. Moi, je le vois maintenant dans un profil à moyen terme comme un associé actionnaire potentiel pour l'entreprise, tellement qu'elle s'est développée rapidement puis qu'elle a pris sa place. Mais en même temps, pour prendre ta place, il faut qu'on te la donne un peu. Il faut qu'on te donne des chances de te mettre à profit puis justement de te développer. Donc, ça vient par étapes. C'est d'abord, tu vas développer le leadership personnel, ce qu'on appelle le self-leadership. Dans le fond, c'est que tu vas vouloir développer la personne, si tu veux, avant de la développer en tant que leader à l'intérieur, si tu veux, de ta business. Souvent, on va mettre, puis c'est une grosse erreur qu'on voit souvent, c'est qu'on va mettre des top performers, admettons, dans des positions de management. OK? Alors que la personne devrait probablement rester en tant que top performer parce qu'elle n'a pas nécessairement acquis les principes de leadership entrepreneurial, de leadership de leadership. C'est un skill set complètement différent. Totalement. Fait qu'il ne faut pas faire l'erreur, si tu veux, de se dire, OK, cette personne-là, elle sait vendre, elle va être capable de montrer aux autres comment vendre, tu comprends-tu? Fait qu'il faut faire attention avec comment est-ce que la personne évolue, comment est-ce qu'elle à quel niveau elle est dans son leadership personnel? Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle performe? Oui, c'est bien, mais est-ce qu'elle a une structure, qui est bonne? Est-ce qu'elle a une structure dans laquelle elle peut commencer elle est à l'aise à évoluer dans cette structure-là et qu'elle peut commencer à évoluer à un plus haut niveau? C'est comme tu l'as dit, tu as fait l'analogie du hockey tout à l'heure, c'est quand tu développes un jeune qui va dans la Ligue américaine, puis tu le développes, puis ça va bien dans la Ligue américaine, là, tu te dis, OK, puis le jeune a une bonne tête sur les épaules, il sort pas, il se magane pas les vendredis. Il joue pas cochon, il se magane pas les vendredis puis les samedis soirs à aller au club, ou peu importe ce que les jeunes font à cette heure, mais il a ce côté, ce self-leadership-là qui est bon, il performe bien. Maintenant, on peut l'amener potentiellement au plus haut niveau, on peut l'amener dans la Ligue nationale. Mais si ton jeune est là, puis tu vois qu'au niveau maturité, c'est pas encore ça, qui sait que ça monte, mais il performe, est-ce que ça vaut la peine de l'amener? Est-ce que tu veux même l'amener dans le grand club? Peut-être pas. Je pense pas. L'entrepreneurship, faut pas faire le mauvais lien de penser, OK, bon, mais l'entrepreneurship, c'est mettre quelqu'un dans une position de gestionnaire. Absolument pas. Oui, dans certains cas, ça va l'être. Sauf que, comme on l'a mentionné, exemple, un top performeur peut être utilisé comme un entrepreneur dans la business en restant dans son rôle de production, de performance, juste en lui donnant plus de liberté au niveau de ses tactiques d'approche, de ses méthodes de travail ou quoi que ce soit. Parce que justement, on le sait qu'à l'inverse, à l'exemple, de prendre un top performeur et de le monter dans un poste de gestion, s'il n'y a pas eu toute la notion de, mettons, formation et sensibilisation sur l'intelligence émotionnelle puis des principes de gestion, ben ça va nous coûter cher parce qu'on vient de perdre notre top performeur, qu'il faut mettre de l'argent dans des skill sets qu'il n'y a pas, sans aucune garantie. Donc, souvent, c'est mieux de travailler avec, qui est une personne à la limite moyenne en performance, mais qui a déjà un skill set qui est comme plus en ligne avec les requis d'un gestionnaire. Mais comme je mentionne, l'entrepreneurship, ça peut être appliqué au niveau de la culture d'entreprise sans déplacer aucune personne de aucun rôle. C'est juste dans les méthodes de travail et dans les premiers épisodes, on a bien établi quelles sont les libertés d'un entrepreneur. C'est de dire, même si, exemple, tu es dans une position d'employé, de salarié, à défaut de ne pas avoir de liberté du tout parce qu'on t'impose un cadre, voici la liberté partielle.
ta liberté de création, tes méthodes et tout. On t'offre un cadre d'une certaine façon, mais un cadre qui est peut-être très élargi. Qui est élargi, où il y a certaines règles à suivre, mais dans lequel, si tu veux, c'est comme quand tu joues au hockey, ben oui, il y a des bandes, puis il y a certaines règles qu'il y a à faire, mais si le coach te dit, écoute, sois créatif pour créer de l'offensive, hey, fais-les, tu sais. T'as la possibilité de le faire. Ensuite, c'est certain que vous autres, en tant que gestionnaire, quand vous avez une personne que vous voulez développer à l'interne de façon entrepreneuriale, ça va être important de faire des suivis réguliers. Donc, des check-ins. Moi, généralement, c'est des check-ins. J'ai le team meeting, si tu veux, j'ai le team meeting qui est une fois par semaine. Et ensuite, j'ai des check-ins personnels. D'habitude, ça va peut-être aller une fois la semaine, qui sont des check-ins vraiment comme, OK, on sait où est-ce qu'on est rendu, mais c'est plus comme, comment ça va avec toi, comment que ça va avec, comment ta vie va, comment est-ce que toi tu files en ce moment, est-ce que tu as tous les outils pour performer, et puis y a-tu des choses que tu veux parler, etc. Donc, on établit juste un dialogue, c'est juste ça. Il n'y a pas de comme, OK, montre-moi ce que tu as fait, là, c'est comme, généralement, on a les systèmes qui sont comme, on est capable de voir le suivi de ce qui a été fait, mais c'est de s'assurer que la personne est capable de performer, est au bon endroit, est à la bonne place mentalement aussi, et puis qu'on est capable de faire le suivi. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça peut être des petits suivis de 15 minutes qui sont très personnels, puis écoute, à partir de là, tu établis une relation de confiance, puis comment je peux dire ça? La personne va se sentir pas nécessairement abandonnée. Puis souvent, c'est un problème, c'est ce que je vois chez les entrepreneurs, c'est tout ou rien. C'est comme, je vais soit micromanager, puis c'est tout contrôler, ou c'est comme, je délègue, mais c'est pas vraiment de la délégation, c'est juste du dumping. C'est comme, OK, fais ça, puis on en parlera. Arrange-toi pour que ça marche. Et arrange-toi pour que ça marche. Puis les deux façons fonctionnent pas. Donc, il faut avoir une certaine structure par rapport à ça. Et c'est votre responsabilité en tant qu'entrepreneur d'aller développer ces skills-là de leadership d'équipe, de leadership humain, d'intelligence émotionnelle pour commencer à développer ces leaders-là. Et c'est aussi important pour vous autres d'avoir un self-leadership. J'aime pas utiliser le mot irréprochable parce que je pense qu'il y a personne qui est irréprochable, mais d'avoir un leadership que les employés vous voient aussi comme un modèle de la façon dont vous vous comportez, dans la façon dont vous travaillez, dans la façon dont vous atteignez vos objectifs. Ça va être important de le faire. Nous, on le voit beaucoup avec EFIC, par exemple. Il y a beaucoup d'employeurs, de plus en plus, qui utilisent la méthodologie pour l'amener à l'interne. Donc, pour utiliser les planificateurs, des choses comme ça, pour justement responsabiliser leurs employés. Mais ils ont une framework pour suivre avec eux autres. Fait que ce qu'ils vont faire, ils vont souvent faire la weekly review avec leurs employés. Puis dire, OK, ben, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine? C'est quoi tes victoires? Qu'est-ce que a moins bien été cette semaine? Puis comment est-ce que tu penses que la semaine prochaine, on va pouvoir améliorer ça? T'sais? Et puis généralement, ben, c'est des petites steps comme ça qui amènent au prochain niveau. C'est pas tout le monde, comme tu as dit, qui va développer en tant que super leader d'équipe, par exemple, mais tu développes quand même quelqu'un qui se développe une certaine hygiène, une certaine rigueur de travail pour elle-même. Puis souvent, quand tu amènes cette liberté-là, d'une certaine façon, cette structure-là va amener, tu sais, c'est cliché, on dit, tu sais, la liberté, c'est sans la structure, tu n'as pas de liberté, mais tu sais, cette structure-là va vraiment amener une certaine liberté à la personne et une certaine confiance en cette personne-là à travers vous, parce que vous savez qu'elle va être dans un certain cadre à suivre et qu'il n'y a pas, dans le fond, il n'y a pas besoin de se casser la tête, là. Non, absolument pas. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, malheureusement, si on passe d'un extrême à l'autre, très souvent, on va permettre l'entrepreneurship d'une personne, d'un top performeur. Puis du moment qu'on dit, gars, voici le lousse que tu as, parce que tu l'as mérité au fil des années, pars avec ça. On fait pas un suivi pour voir, OK, maintenant qu'on lui a permis de faire les méthodes qu'il veut, est-il encore un top performeur? Parce que des fois, tu sais, je veux dire, si on fait pas de suivi, ben la personne, bon, mais est-ce qu'elle performait justement à cause du framework qu'on lui donnait, ou est-ce que les changements qu'elle amène, bon, mais de là, faut analyser. Est-ce que d'un, ça a un impact sur la performance? Si oui, est-ce que si ça a monté la performance, ça vaut-tu la peine de réévaluer tout notre framework
parce que peut-être que lui, son approche finalement est meilleure que ce qu'on demande à toutes les autres. Donc, la personne, en lui permettant de faire des tests, peut-être qu'elle peut élever les standards et les protocoles de l'entreprise en général, mais à l'inverse, si la personne, mais oui, elle a plus de plaisir à travailler parce qu'elle travaille à sa façon, mais maintenant, ses performances descendent et puis un top performeur. Donc, faut pas voir ça comme un droit acquis non plus, là. Donc, c'est important de faire un suivi. Tu sais, comme de ton côté, tu le mentionnes, oui, à court terme, moi, la semaine et tout ça. De mon côté, j'essaie de faire un spot check plus long terme pour justement, tu sais, l'entrepreneurship, je vois ça comme le marketing. Tu le mets aujourd'hui, mais tu vas commencer à récolter dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être, les vrais résultats qui en découlent des actions que tu as prises. Donc, faut voir ça plus sur un investissement moyen, long terme. Mais ça dépend, comme mes check-ins sont tout dépendant de combien est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des moving parts. Dans le fond, c'est combien est-ce que cette personne-là a, si tu veux, de pain sur la planche, et puis de choses qui vont, tu sais, il y a des choses qui vont assez rapidement. Il y a des projets peut-être qui ont besoin des check-ins. Donc, pour une personne, généralement, elle va apprécier ces check-ins-là. Puis sinon, je le fais au début. Je le fais pas tout le temps, si tu veux. Donc, après, c'est d'amener cette personne-là dans une position où elle est confortable assez que il n'y a pas de problème. Là, elle peut suivre la framework sans problème. Elle a toutes les questions sont répondues, si tu veux. Donc, il n'y a pas ce côté micromanagement. Là, il y a des spot checks, je dirais, parce qu'on peut voir de toute façon comment est-ce qu'un projet est avancé, mais après, c'est à la personne ensuite de venir et puis de demander de l'aide quand elle en a besoin. Puis, généralement, quand tu commences comme ça, la personne au départ va peut-être venir un petit peu plus souvent, puis finalement, les habitudes vont commencer à rentrer et le confort va commencer à rentrer, puis généralement, tu le vois de moins en moins de besoin. Et plus la structure est claire, plus c'est facile. Parce que la structure est là, il n'y a pas de surprise, là. Tu sais, je veux dire, tout est capable. Et ensuite c'est d'avoir de bâtir ton équipe en fonction, bien entendu. Mais nous, on fonctionne avec un meeting par semaine au niveau du leadership, si tu veux. Et ça fonctionne très bien. OK. Puis tu sais, c'est un des gros avantages que je trouve qu'au niveau, mettons, de la culture, du développement organisationnel, la culture de l'entreprise, en permettant l'entrepreneurship, c'est qu'on amène nos employés à changer de mindset. On passe pas d'un mindset de « je dois faire mes heures », mais maintenant on passe vers « je dois atteindre mes résultats ». C'est plus « tu dois faire 40 heures assis devant ta chaise », c'est bien, ça prendra le temps que ça prendra, tant que tu arrives au résultat. Donc, on passe d'une optique beaucoup plus de travailler intelligemment que seulement quantifier le temps de travail qu'on fait. C'est du micro-ownership. Oui, absolument. C'est du ownership dans ta petite structure à toi. Et tu dois, en tant qu'entrepreneur, c'est certain que même si tu n'as pas des parts dans la compagnie, tu as quasiment tu devrais avoir la même appartenance que même si tu en avais, là. C'est ta responsabilité, c'est ta petite parcelle que tu dois t'occuper. Et ta petite ou ta grosse parcelle, tu sais. Donc, c'est de développer ça. Puis généralement, on va penser que les personnes voient tout par l'argent. Donc, elle va pas performer si elle n'a pas nécessairement des parts dans l'entreprise ou peu importe. C'est pas le cas. Tu sais, on parle de la majeure, la motivation principale, c'est souvent la liberté. Liberté de temps, liberté créative, et puis liberté financière. Fait qu'une personne qui n'a pas de problème d'argent, qui est payée de façon correcte, la valeur qu'elle va vraiment aller chercher, c'est dans la qualité de vie. C'est dans sa qualité de vie, c'est dans son temps, c'est dans son épanouissement professionnel et dans la façon dont elle va pouvoir travailler. Parce que là, tu enlèves tout le côté financier où il n'y a pas de stress financier. Fait que dans le fond, là, ça commence à être intéressant pour cette personne-là parce qu'elle peut vraiment commencer à s'épanouir avec ça. Tu sais, elle n'est pas besoin. Et souvent, quand je parlais tout à l'heure des personnes qui avaient déjà été entrepreneurs et qui ont justement pas nécessairement réussi, qui rentrent dans un contexte entrepreneurial. Pour eux autres, ça, là, c'est parfait. C'est un scénario parfait parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont vécu le stress d'aller chercher, de courir après leur argent. Ils ont vécu le stress de devoir créer, de devoir bâtir, le stress de peut-être pas faire la payroll pendant un certain temps. Et puis, tu veux pas... Ils savent ce que c'est. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'une fois que tu as la connaissance de cette réalité-là... Tu vas faire beaucoup de choses pour pas y retourner. Là. Tu vas être beaucoup plus appréciatif du côté, du côté d'avoir une liberté créative et une liberté de temps qu'un employeur qui te donne une certaine stabilité à ce côté-là va te donner. Et puis,
sais, on va tous se le dire, là, il y a des hauts puis il y a des bas en entreprise. Des fois, ça va super bien pendant un bout de temps, puis il n'y a pas de problème. Puis des fois, tabarnouche, hey, il y a un imprévu, il y a ceci qui arrive, il y a ça, puis là, t'es stressé. Tu comprends? Des fois, là, tu te dis, là, tu sais, puis je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, Mathieu, mais que comme, tu sais, que t'as 3, 4 tuiles qui t'arrivent en même temps, puis ça, on dirait que ça arrête pas, là, tu sais, que l'univers te teste, là. Puis nous, on l'a vécu quand même à assez grande échelle quand on arrive à Optimizers. Il y a des moments donnés où c'était comme non-stop. On dirait, ben, voyons donc, ça se peut-tu, tu sais. Puis des fois, t'es là, tu t'assois le soir, puis t'es comme, hey, j'aimerais-tu ça peut-être des fois être comme, mais l'avantage de l'entrepreneuriat dans ce scénario-là, c'est que des fois, la tuile, tu peux la convertir en opportunité, en projet pour une autre personne. On veut pas faire du shit dumping, absolument pas. De dire, bon, mais j'ai un code marde, moi, juste le transférer à quelqu'un, arrange-toi avec ça. Absolument pas. C'est de voir si la personne est à l'aise de le prendre, puis si elle comprend en même temps que, tu sais, comme, gars, puis je pense qu'il y a une question de transparence aussi avec ces gens, de comme, gars, voici ce qui se passe. On a 4 problèmes à régler en même temps. C'est pas que je veux domper de la marde, c'est juste, gars, je peux pas toutes les prendre en même temps. Je te fais confiance. Es-tu à l'aise? Si t'es pas à l'aise, il n'y a pas de problème. Je vais le garder dans ma cour. Mais je pense que présentement, c'est une bonne opportunité pour tester ça avec toi. Voici pourquoi je pense que tu es une bonne personne pour le prendre. Et prends le projet, ne prends pas le stress qui vient avec. Je reste le owner du projet. Je veux juste que tu t'occupes de l'exécution, de façon qu'on va le gérer. Fait que, exemple, j'en ai eu un cas justement récemment comme ça, où ce que j'ai eu besoin d'un de mes associés. Je dis, regarde, peux-tu gérer le côté technique? Je vais m'occuper de toute la relation client, insatisfaction, gestion avec la personne. Fait que je vais rester le bouclier à marde, mais j'ai juste pas le temps de régler ce problème-là moi-même parce que je dois en régler un autre. Mm-hmm. Fait que de là, tu gardes le ownership, mais en même temps, tu donnes une opportunité à la personne d'encore une fois se prouver, se dépasser et de tester, bon, mais justement, jusqu'où elle peut se rendre. Puis des fois, tu sais, justement, on a peur des fois de donner des challenges trop ambitieux ou inconfortables à des gens, mais c'est là que tu vois qui sont tes rockstars, sur qui tu peux miser à long terme sur ton entreprise. Donc, il y a vraiment, à la limite, même, tu sais, moi, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une culture incroyable pour faire du recrutement interne. Des fois, on va camper des personnes dans des rôles, dans des tâches, puis on va les garder là-dedans trop longtemps. Alors qu'en leur donnant des petits projets inconfortables comme ça, tu fais comme, OK, finalement, j'ai mieux le stress que je pensais. Ah, finalement, elle a une meilleure structure, une meilleure éthique de travail que je pensais. J'ai un poste dans un autre département qui a besoin de ce skill set-là. Je peux-tu la remplacer ici parce que son skill set qu'elle a développé avec les nouvelles années, puis juste le fait de elle est peut-être rendue tannée de justement, comme elle a fait le tour du jardin, juste donner une nouvelle opportunité ailleurs, mais ça, t'as pu aller comme minimiser les risques de voir, bon, mais avant de engager quelqu'un de l'externe, si à l'interne, je peux aller me pogner quelqu'un de junior, le monter un senior, puis engager un junior, mais ça te coûte moins cher, là. Ben, certainement. Et puis aussi, c'est d'écouter ces personnes-là, de savoir, OK, est-ce que, tu sais, comme, je t'ai donné ça, tu sais, comme, est-ce que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça? Puis la personne va te dire, j'adore le défi, oui, j'aime ça, tu sais. Ou va dire comme, hey, ça, là, comme je viens de réaliser que c'est pas du tout dans dans ce que je veux faire. Puis non, peut-être, c'est comme ça me dérange pas de le faire là, mais dans le futur, peut-être, c'est comme, donne-le à Bob qui est probablement bien meilleur que moi là-dessus. C'est d'être capable d'avoir cette discussion-là très honnête avec l'employé parce que souvent les employés vont, comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont aller de reculons parce qu'ils veulent pas faire d'erreur. Le monde en parle de l'échec, puis c'est normal. Ouais, parce que genre, je veux pas mal paraître, puis je veux pas être renvoyé. Mais c'est de faire confiance, c'est de dire, il y a personne qui va être renvoyé ici parce qu'il va faire une erreur. Tu comprends-tu? Il y a personne qui va être renvoyé parce que elle a échoué peut-être dans quelque chose. Et puis, garde, écoute, ça peut arriver, là. C'est certain que si l'échec est à répétition et la personne ne performe pas, là, c'est un souci de performance. Mais ça arrive pas du jour au lendemain. Il y a personne, il n'y a pas un entrepreneur qui fait du bon sens qui va, ou qui est un bon leader, ou qui va renvoyer quelqu'un juste par une erreur. Non, puis de toute façon, si tu recrutes interne, mettons dans l'exemple que je donne, la réalité, c'est que la personne, dans son poste actuel, tu vas lui laisser une flexibilité, tu vas lui permettre d'être un entrepreneur, mais si tu le transfères à quelque part d'autre, tu le laisseras pas en partant être un entrepreneur puis avoir du lousse. Il faut que tu le rembarques dans un framework plus cadré parce que là, on retombe, même si, je veux dire, tu n'as pas engagé quelqu'un de l'externe, c'est une intégration à nouveau encore. Donc de là, bon, mais tu refais la boucle. Un cadre, un suivi plus serré, et plus que ça va, tu lui permets plus de flexibilité pour remettre de l'avant son entrepreneurship du moment qu'il maîtrise les nouvelles tâches qu'il doit accomplir. Mais tu lui donnes pas genre, bon, mais voici, tu es sur une petite patinoire de fondrant, tu sais patiner, parfait, gars, je vais t'envoyer sur une patinoire olympique. C'est à peu près la même affaire, c'est juste crissement plus grand. Mais non, ça marche pas comme ça. La personne va s'essouffler, puis elle va capoter, elle va être overwhelmed. Non, exactement. Puis,
une chose aussi, vous, en tant que leader entrepreneurial, c'est important de savoir, si vous avez de la difficulté avec ces choses-là, vous avez de la difficulté à déléguer ou à rendre une personne un petit peu meilleure, dealez avec comprenez pourquoi vous faites ça. Comprenez pourquoi vous avez de la difficulté, d'où ça vient, ces choses-là. Donc, on parle de self-leadership, mais self-awareness. Puis on a parlé de self-awareness, là. C'est ça qu'il faut rentrer dans une optique de self-awareness. Et puis, si vous êtes souvent, le problème n'est pas l'employé. Il dit, ben non, s'ils ne font pas ça, ils ne font pas ça correctement. Regardez-vous dans le miroir, là. Puis là, commencez un processus. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais comprenez ces choses-là. Comprenez que vous allez devoir devenir un bon self-leader, que vous allez devoir devenir, de vous connaître vous autres mêmes. Puis, tu sais, des fois, de crever un abcès qui est là depuis trop longtemps. Et puis, tu sais, souvent, dealer avec votre shit. Oui, on a tous des nœuds, là. Le but, c'est pas de défaire tout d'un coup. Prenez-en un par mois, un par année. Il y en a que c'est long à défaire. Mais votre business et votre qualité de vie va mieux s'emporter, là. Puis si vous êtes un asshole, malheureusement, ben ça ne fonctionnera pas pour vous autres sur le long terme. Partez sur le fait que vos employés sont le reflet de la façon que vous gérez, donc la personne que vous êtes. Mais les assauts stressé au travail, ben c'est honnête, c'est votre faute, c'est la culture, c'est la façon que vous gérez qui amène ça. Si vos personnes sont trop lourdes et nonchalants, c'est autant la même raison, c'est autant votre faute. Fait qu'il faut... Mais les assauts n'écoutent pas le podcast anyway parce qu'ils sont ben trop bons pour écouter ce genre de podcast-là. Ben, sur le peu qu'on avait, on a entendu parler qui était offensé, puis je pense pas qu'ils sont revenus. Fait que sélection naturelle, j'y crois fermement. J'ai failli dropper des noms. Non. Si vous écoutez, vous pouvez repartir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre votre caca, le manger et repartir. That's it. All right, mon chum, j'ai aimé ça. Écoutez, moi, j'adore l'entrepreneuriat. Je pense qu'écoute, l'entrepreneuriat, je suis un grand fan. Je pense que c'est pas juste le futur, c'est maintenant. Mm-hmm. C'est maintenant et c'est les personnes qui vont adopter ce type de mentalité-là, ce type de culture-là dans leur business qui vont on n'est plus dans l'ère industrielle. La maudite excuse de pénurie de main-d'œuvre, ben, c'est une des solutions parmi tant d'autres présentement. Ben, certainement. Bien certainement. Puis il y a l'étude que je sais pas qui l'a fait sortir, mais je l'avais lu, que je sais plus non plus le pourcentage, mais c'était assez impressionnant, le nombre de personnes qui prendraient moins d'argent pour justement avoir plus d'épanouissement. J'ai rencontré 3 business cette semaine et les 3, c'était leur base. C'est comme, tu sais, présentement, on a les employés qui savent qu'ils peuvent gagner plus cher ailleurs, mais restent ici parce qu'on leur donne du temps de glace et des opportunités de se développer. Puis en règle, tu leur donnes un baiser. On ne se mentira pas, l'entrepreneuriat, tu peux pas donner ça à des gars de shop d'une ligne de production. Non, absolument pas. Ça, c'est un système, c'est standardisé. Mais dès que tu as passé un certain, je veux dire, dans des entreprises de services ou des entreprises où justement, c'est moins mappé et c'est plus adaptatif, je veux dire, comme tâche à faire, mais là, tu as des opportunités. Puis, je veux dire, si l'entrepreneurship, après ce qu'on vient de jaser, ça fait 35 minutes qu'on en parle, puis vous dites, c'est intéressant, mais je suis pas capable de vraiment le contextualiser dans mon environnement de travail. Écrivez-nous, de notre côté, c'est notre pain, notre beurre, je veux dire, on triple là-dessus, fait que ce sera pas compliqué de vous dire, ben regarde, voici un poste, voici comment tu peux élargir le cadre, puis justement, essayer de voir si tu as des personnes avec le profil d'entrepreneurship que tu peux mettre à l'avantage de ton entreprise. Puis on a tous des problèmes très contextuels dans notre entreprise. Donc, c'est intéressant de vous lire là-dessus. Encore une fois, podcast à commercial instigateur au pluriel.com. Ça nous fera plaisir de vous lire et puis de vous répondre aussi. MD, Robin. Thank you, mon chum. C'était encore un bon sujet. J'ai l'impression que c'est le genre de sujet qu'on peut... we can shoot the shit for a long time. Oh, oui. Mais en tout cas, on va s'arrêter là. Mais merci encore. Et puis, si vous êtes passionné, si vous êtes intéressé à l'entrepreneuriat, continuez à rechercher, continuez à vraiment vous intéresser à ce sujet-là parce que honnêtement, ça en vaut la peine. Puis, pas juste pour vous, votre entreprise, mais vos employés vous remercieront aussi. That's it. Take it home, brother. Salut, mon chum. Prochaine. Bye. Goodbye.
Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.